Bonjour et bienvenue à tous. Alors, c'est un plaisir d'être parmi vous à l'ouverture de cette journée, aux côtés de Céline Masson, qui nous a réunis et qui a eu l'initiative de ce colloque Génération Balagan, et comme il vient de nous être dit, le 4e d'une série qui a été inaugurée il y a plus de 10 ans. Alors, ces colloques constituent à présent un socle solide de réflexion et d'analyse qui va se prolonger aujourd'hui avec le colloque Génération Balagan. Je dis, et peut-être que Céline sera plus précise en la matière, qu'ils ont donné lieu à de très belles publications, et de même, pour les derniers, on peut les retrouver sur le site Academ. Alors, je remercie nos partenaires co-organisateurs, les universités de Picardie, Paris 7 Diderot, les universités de Jérusalem, le Centre international de civilisation juive. Aussi, merci, hommage à Sophie Andrieux qui nous accueille aujourd'hui, alors que sont exposées en ce moment même des œuvres de Michel Nedjar, œuvre qui était si présente lors du premier colloque en 2004, Schmattès. Alors, l'OSE a été partenaire de ce programme depuis 2004. La présence aujourd'hui parmi les intervenants d'Éric Gozlan, directeur du Pôle Enfance, d'ailleurs, qui était présente depuis 2004, si je ne me trompe, d'Uriel Rosenblum, qui nous a rejoints depuis quelques mois, témoigne de cette implication, tout comme celle de Céline, qui est aussi clinicienne dans une maison d'enfants à l'OSE. Alors, il y a quelques années, le président de l'OSE, en ouvrant un précédent colloque, pouvait encore s'interroger et se disait, mais finalement, quel est le sens de ma présence aujourd'hui parmi vous? Aujourd'hui, la question préalable serait plutôt comment ne pas en être? Quand ce colloque nous invite à explorer la 3e génération après la Shoah et son désordre. Et ceci pour plusieurs raisons qui tiennent tout autant à ce qu'est l'OSE aujourd'hui qu'à son histoire. Alors tout d'abord, l'OSE aujourd'hui, une institution médicale et sociale juive qui prend soin, qui éduque, accompagne en embrassant toutes les générations. Nous avons à connaître de toutes les générations et plus particulièrement des blessures et des désordres de chacune d'elles au travers d'innombrables histoires individuelles, d'enfants malmenés, d'adolescents déjantés, de jeunes empêchés de devenir adultes, d'adultes malades, handicapés. Et puis, il y a les plus âgés, les survivants de la Shoah, les exilés. Si l'OSE a une vocation essentiellement opérationnelle, sa marque singulière aussi, et depuis toujours, est de mettre ses pratiques professionnelles à l'épreuve de la recherche, à l'épreuve des savoirs théoriques, et ce colloque y contribue. Et puis, je le disais, il y a aussi l'histoire de l'OSE. Avec en héritage le sauvetage héroïque des enfants juifs pendant la Shoah, un héritage que nous portons et qui nous porte. Un héritage qui nous oblige et qui nous conduit à un travail de mémoire et d'histoire inlassable. L'urgence de ne pas oublier, la nécessité de transmettre de génération en génération encore et encore. Et aussi une relation singulière avec les survivants de la Shoah, les enfants cachés, les rescapés des camps, les héros du sauvetage. À l'OSE, les survivants ne sont pas seulement objets de soins, d'études ou même des témoins, ce sont avant tout les compagnons de notre vie institutionnelle qu'ils partagent. Ce sont des vigies tout aussi bienveillantes qu'exigeantes sur ce que nous faisons de cet héritage. Qui y veillera quand ils ne seront plus là? Et aussi, dans un brouillage de positions générationnelles qu'ils revendiquent et que l'institution assume, ils sont à la fois les anciens de l'OSE et les enfants de l'OSE, qui sont toujours restés. Première, deuxième, troisième, peut-être quatrième génération à la fois, au point que certains, évoquant leur vieillissement, nous demandent d'ouvrir, je les cite, une maison d'enfants pour leurs vieux jours. Vous voyez, on s'y connaît un peu en Balagan.
Justement, à propos de Balagan, je fais une parenthèse autour du mot lui-même, sur lequel, bien entendu, reviendra Céline. Un mot au rythme enlevé qui sonne comme un courant d'air, un mot à la saveur à la fois de hareng pomme de terre et de houmous. Un mot aussi au spectre vertigineusement étendu, qui peut évoquer à la fois une pagaille jubilatoire et un chaos tragique. Enfin, il y a quelques jours, j'ai découvert sur un site internet pour les jeunes, il y a quelques années on aurait dit les jeunes, ceux donc de la 3e génération, ce site s'appelle Cool Israël, que le mot Balagan était classé 4e au top 25 des mots à connaître absolument avant d'aller visiter Israël pour nos jeunes. Alors, pourquoi Balagan ? Parmi toutes les questions posées, j'en citerai quelques-unes. Jusqu'où la Shoah constitue-t-elle une rupture dans la transmission ? Une rupture qui nous fait débuter un décompte générationnel à partir de la Shoah. Ou encore, si je formule cela comme une histoire juive, Rabbi, comment compte-t-on les générations ? Qu'en est-il de la génération -1 ? Comment un jeune peut-il s'inscrire aujourd'hui dans une lignée de transmission avec cette rupture ? Une autre question aussi. Quelle génération n'est pas Balagan ? On peut penser en cela à Marceline Loridan, rescapée des camps, qui a donné pour titre à son autobiographie « Ma vie Balagan ». Que dire de la génération suivante, qui a connu les silences et la prise de parole sur la Shoah, les certitudes du marxisme et la chute du mur de Berlin. Alors, quel Balagan spécifique pour cette 3e génération ? Et comment ne pas évoquer le chaos extérieur ? Si les travaux de ce jour nous invitent à réfléchir au désordre intérieur, comment ne pas évoquer le désordre extérieur, avec l'augmentation des actes antisémites concomitants du déchaînement meurtrier des soldats du djihad en France, en Belgique, à Tunis, Istanbul, Lahore, je ne peux pas continuer. C'est ce déchaînement au service d'un projet politique meurtrier. N'oublions pas que c'est la génération que nous explorons aujourd'hui qui était ciblée le 13 novembre 2015. Un autre soir, une autre heure, cette jeune fille sur la terrasse d'un café, ce jeune homme, fan de musique, dans une salle de concert. Une autre question. Qu'avons-nous transmis ? C'est sans aucun doute la question qui se pose dès lors que nous interrogeons et que nous nous interrogeons sur ce que transmettra la génération suivante. Une des questions peut-être centrales de l'identité juive. Enfin, une dernière question. Comment transmettre sans témoin ? Il est toujours un moment où se pose cette question, la question de la transmission sans témoin. C'est pour beaucoup le lot et le métier des historiens qui pourraient nous dire comment on transmet sans témoin, voire même sans trace écrite pour les archéologues. Et je sais qu'aujourd'hui, certains vont être invités à faire des fouilles et aller voir de strate en strate ce qu'il en est. Sur ce point aussi, les psychanalystes pourraient nous dire ce qu'il en est de la transmission de l'ancêtre absent, de la transmission des choses tues, des choses cachées. Et les artistes aussi nous montrer comment la musique, les chants, les dessins, les sculptures témoignent et transmettent. Alors je conclurai en citant la dernière phrase d'un dialogue entre Éric Marty et Élisabeth de Fontenay. Il ne faut surtout pas céder, il faut maintenir notre amour du symbolique et de la transmission.